J'ai récemment posté une publication sur Facebook dans laquelle j'explique, ou en tout cas une publication qui explique que l'humanisme, ils ont façonné le mythe de la Terre plate dans le sens où il y a déjà des civilisations qui croyaient à la rondicité de la Terre, notamment chez les Grecs. Pierre Rossi, il en donne un exemple dans son livre extraordinaire La cité d'Isis avec Aristarque de Samos. Donc il y a un consensus chez les anciens musulmans. Les humanistes, pour discréditer l'Église, ont attribué ou imputé aux chrétiens la thèse selon laquelle la Terre serait plate. Donc ça, c'est une imposture. La deuxième imposture, c'est de faire passer Galilée pour le sauveur de la science, étant donné qu'il est passé du système géocentriste au système héliocentriste, alors que, comme le stipule également Pierre Rossi, l'héliocentrisme est une vieille thèse qui existait déjà dans l'Antiquité, notamment par Aristarque de Samos, qui est du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et il démontrait que la Terre tournait autour du Soleil, ainsi que l'avaient déjà enseigné les astronomes chaldéens. Et donc, ces mêmes Grecs, comme le démontre également dans divers domaines Pierre Rossi, avaient emprunté ces idées aux civilisations méditerranéennes, ou en tout cas du Moyen-Orient. Et d'ailleurs, il met en avant l'imposture de l'héritage gréco-romain, selon lequel l'Occident aurait hérité de la culture gréco-romaine. Il explique que cette réécriture de l'histoire qui a été dictée par les vainqueurs chrétiens dans le conflit qui opposait l'Église d'Orient et Constantinople et l'Église d'Occident et Rome, eh bien, pour se détacher ou pour discréditer l'Orient, l'Église d'Occident a réécrit l'histoire et a imputé son apport culturel, intellectuel et civilisationnel à Rome et à la culture grecque, à la philosophie grecque notamment, et ils ont fait une pierre deux coups. Donc ils se sont détachés des civilisations du Moyen-Orient, mais aussi du concurrent rival, l'Église d'Orient, avec Constantinople pour capitale qui deviendra Byzance. Donc voici une fois le décor posé. Il y a deux internautes, donc apparemment l'un est venu au secours de l'autre, qui sont venus commenter en dessous de cette publication en me reprochant de faire du concordisme pour aller dans le sens des idées des Occidentaux, en me disant que Ibn Taymiyyah, ou en décrivant Ibn Taymiyyah comme un espèce d'affabulateur, tout comme Ibn Hazm, étant donné que les savants qui ont imputé le consensus des anciens sur la question sont du plus tardif au plus récent, ou du plus récent au plus tardif, Ibn Taymiyyah. Ensuite, il y a al-Razi, ensuite il y a al-Ghazali, et bien avant, il y a Ibn Hazm. Donc, nos amis mettent en avant que Ibn Taymiyyah et Ibn Hazm sont des affabulateurs qui ont été influencés par la philosophie grecque et que Pythagore aurait été le premier à avoir émis l'idée que la Terre était ronde. Et pour répondre à cet argument, il faut savoir un certain nombre de choses. Déjà, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il émet une fatwa dans laquelle il rapporte effectivement le consensus que la Terre est ronde. Quand on parle de consensus, il s'agit bien sûr du consensus des anciens, puisque je leur ai demandé des preuves allant à l'encontre de son consensus. Ils m'ont ramené des auteurs récents du IVe siècle, et donc d'un point de vue purement méthodologique, c'est une mauvaise approche méthodologique. Donc quand on parle d'anciens, il s'agit bien sûr des deux premiers siècles, qui finit si on considère une génération, si on prend une génération pour 70 ans, elle s'éteint après, le troisième siècle s'éteint après 210, et si on est généreux, on peut aller jusqu'à 250-270, mais pas au-delà. Donc, déjà, Ibn Taymiyyah ramène un consensus des anciens et non pas des modernes. Ça, c'est une première chose. Ibn Taymiyyah reconnaît lui-même dans cette fatwa que, effectivement, certains modernes, et on va y revenir, vont à l'encontre ou prennent le pied à ce consensus. Ensuite, si Ibn Taymiyyah est un affabulateur, il faut savoir qu'il ramène le consensus d'un savant qui est Ibn al-Munadi.
al-Hanbali, qui est un élève de l'imam Ahmed. Ibn Taymiyyah dit qu'il fait partie de la deuxième tabaqa de l'élève de l'imam Ahmed. Donc il est né en 256. Donc on va dire qu'il est à la limite de l'âge d'or des musulmans. Il y a un pied dedans, en tout cas, où au mieux il rapporte la tendance des gens, des savants, des références qui ont connu l'âge d'or, à l'image de l'imam Ahmed. Donc ce n'est pas un consensus anodin, et ce consensus ne vient pas des affibulations d'Ibn Taymiyyah. Ensuite, parmi les auteurs qu'il ramène, il y a deux grands auteurs que sont Al-Qurtubi, qui est du 6e siècle, donc ce n'est pas un ancien, et Abd al-Qahir al-Baghdadi du 4e siècle, qui n'est pas un ancien non plus. Et d'ailleurs, Ibn Taymiyyah il fait allusion à ces deux auteurs, notamment, enfin en tout cas pour Abd al-Qahir al-Baghdadi, en disant que les gens du Kalem, donc Abd al-Qahir al-Baghdadi, l'auteur du livre hérésiographique Al-Farq bin al-Firaq, est influencé par le Kalem, c'est un savant du Kalem, donc les savants du Kalem ont beaucoup écrit dans des hérésiographies. Cet auteur, il remet en question que la Terre était ronde. Donc là, il va à l'encontre du consensus des anciens. Et sa parole, elle n'a pas autorité. D'autant plus qu'il évoque la possibilité que la Terre n'est pas ronde en réfutation aux philosophes de son époque. Tandis qu'ils étaient en conflit, les partisans du Kalem étaient en conflit avec les philosophes athées, et bien sûr, en réaction aux allégations des philosophes, on peut éventuellement aller à l'extrême opposé. Donc, étant donné que les philosophes disaient que la Terre était ronde, et bien sûr que c'était une réalité physique, eh bien, pour les réfuter, ces partisans du Kalem ont dit que la Terre était plate. Ou en tout cas, ils ont refusé l'idée que la Terre était ronde. Et il est possible que derrière, il y avait un fond, on va dire, sous-jacent, voulant remettre en question que Dieu est établi sur son trône. Et la deuxième chose, concernant Al-Qurtubi, donc il reprend cette allégation de Abd al-Qahir al-Baghdadi, il est possible que Qurtubi, il fut animé dans son ambition de dire que la Terre était plate, ou en tout cas de réfuter l'idée qu'elle était ronde. Il est possible qu'il fût animé par l'ambition de réfuter Ibn Hazm, étant donné que Ibn Hazm, il avait des réfutations acerbes contre ses contemporains maghrébins, malikites, et plus particulièrement ash'arites. Donc ici, Al-Qurtubi, il a une double raison de s'en prendre Ibn Hazm. Après, bien sûr, il faudrait développer davantage ce point, mais prendre ça comme une piste, en disant donc qu'il est possible que Al-Qurtubi, il ait émis cette idée en réfutation à Ibn Hazm. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a émis cette idée sur les traces de Abul Qahir al-Baghdadi en réfutation philosophe. Et en cela, il est paradoxal que on veut mettre en avant l'idée qu'Ibn Taymiyyah fut influencé par les philosophes pour dire que la Terre est ronde, ou pour établir la sphéricité de la Terre, alors qu'au même moment, les savants néo-ash'arites anciens, eh bien, ils ont émis l'hypothèse que la Terre était plate en réfutation aux philosophes, ce qui est complètement paradoxal. Ensuite, il n'est pas tout à fait vrai de dire que c'est les Grecs qui ont inventé l'idée que la Terre était ronde, étant donné que les Grecs n'ont fait que retransmettre l'héritage du Moyen-Orient, des anciennes civilisations chaldéennes, mésopotamiennes, et voire égyptiennes. En tout cas, pour certains d'entre eux, et déjà, une chose est sûre, c'est qu'ils étaient maîtres dans l'art de l'astronomie. Ils n'étaient pas ces maîtres dans l'art de l'astronomie, c'était des grands astronomes. Bien sûr, c'est lié à l'astrologie, c'était des grands magiciens aussi. Et c'est ce qui explique d'ailleurs actuellement le goût chez les francs-maçons pour l'astronomie. Donc, parenthèse fermée. Eh bien, ces civilisations-là, ils maîtrisaient les cartes du ciel et notamment la sphéricité des astres. Donc, ce n'était pas un secret pour eux, notamment pour la sphéricité de la Terre. Il est faux de dire que ou en tout cas, c'est réducteur de dire que ce sont les Grecs qui ont inventé l'idée que la Terre était ronde. Ça, c'est un premier constat. Un second constat, qui est plutôt une anecdote, c'est que les contemporains, des néo-ash'arites contemporains, pour discréditer l'orthodoxie musulmane, ils ont eu recours au même procédé utilisé par l'humanisme afin de discréditer le catholicisme, en attribuant à Ibn Baz l'idée selon laquelle la Terre serait plate. Alors que c'est une calomnie pure et simple. Ibn Baz ne dit pas cela. Il dit bien sûr que la Terre elle est étendue d'un point de vue purement relatif. Selon l'œil humain, la Terre elle est plate, ce que voit son œil, donc c'est purement relatif. Du référentiel humain, la Terre est plate, mais dans l'absolu, la Terre elle est ronde. Ça, c'est une première chose. Et c'est qu'il est paradoxal qu'actuellement, des néo-ash'arites modernes, ils font passer les salafis
ou les traditionalistes ou les orthodoxes pour des arriérés, sous prétexte qu'ils diraient que la Terre elle est plate, alors que dans l'histoire, historiquement, ce sont les néo-acharites qui ont soutenu l'idée que la Terre était plate, en réfutation aux philosophes, donc entre parenthèses, ceux qui sont à la base de la science moderne, ou en tout cas la source de la science moderne, et qui avaient pour alliés, entre guillemets, les traditionalistes musulmans, chez qui il y avait un consensus selon lequel la Terre était ronde, et ceux qui sont démarqués de ce consensus, ce sont les adeptes de Kelem qui disaient que la Terre était plate. Donc ce fait est suffisamment paradoxal pour le souligner. Et pour conclure, j'aimerais émettre une autre anecdote qui nous vient de Basile Blandine, qui m'a envoyé un message sur Twitter. Quelle est la forme de l'espace de notre univers? Donc c'est un extrait d'article Wikipédia disant que nous ne savons ni la forme locale ni la forme globale de l'espace. Donc c'est ce que je disais dans une vidéo récente. Bien sûr que de notre point de vue, comme le disent certains textes, l'univers il est de forme sphérique, un peu comme les couches d'un oignon. C'est exactement de cette façon que l'énoncent les textes ou que le décrit les textes. Après, indépendamment de savoir si ces textes sont authentiques ou non, en tout cas, cette vue a été reprise par des grands exégèses ou des grands spécialistes, notamment Ibn Taymiyyah, qui dit, texte à l'appui, que l'univers est de forme sphérique. Ensuite, donc, pour continuer à cet article de Wikipédia, au début du XXIe siècle, nous observons que la forme est environ plate, tout comme la Terre est plus ou moins plate sur les échelles de moins de quelques milliers de kilomètres. À ce jour, nous ne savons toujours pas quelle est la topologie de l'univers. Donc eux ne savent pas quelle est la topologie de l'univers, mais les textes coraniques disent ou laissent entendre en tout cas, que l'univers il est de forme arrondie. Il y a même des textes qui sont très clairs sur la chose, disant que le plus haut point de l'univers c'est le trône, et qui surplombe l'univers comme un dôme, donc de façon tout à fait sphérique. Il y a d'autres éléments, une parole d'Ibn Abbas qui parle à titre de comparaison et qui donne l'image de seins arrondis pour parler de la sphéricité de l'univers et des astres, notamment de la Terre. Et l'autre exemple que donne Ibn Abbas, c'est qu'il compare cette sphéricité avec un fuseau à coudre. Donc le fuseau à coudre est de forme arrondie. Donc Ibn Taymiyyah donne exemple pour le verset qui parle de que le jour enveloppe la nuit et que la nuit enveloppe le jour, avec l'expression kawwara, kuwirat. Donc le kawwara c'est enrouler, et il donne exemple d'un turban qu'on enroule, et donc aussi il donne l'exemple du hadith dans lequel il parle du point le plus élevé de la création qui est le trône, et qui surplombe, on va dire, la création de l'univers comme une coupole. Et le prophète sallam, il a même fait un geste des mains pour décrire la chose. En cela, c'est la preuve que l'univers, il est de forme arrondie, et que par conséquent, les astres qui sont à l'intérieur de cet univers, ils ne devaient être que arrondis. Donc pour une harmonie, donc je ne saurais expliquer, je ne suis pas physicien, mais en tout cas, d'un point de vue purement logique, il est facile de comprendre que pour l'harmonie de ces éléments, il fallait que les astres soient de forme arrondie. Voilà. Et dernière chose, donc, Ibn Taymiyyah explique dans sa fatwa en question, un article sur le sujet, il explique que les Jahmites, ils remettent en question l'idée que le trône est le point le plus haut de l'univers et la terre le point le plus bas. Ils remettent en question la notion de hauteur ou de haut et de bas qui est une notion relative. C'est exactement l'argument qui m'a été mis en avant par ces deux jeunes internautes, ou en tout cas l'un des deux, le premier des deux. Eh bien, Ibn Taymiyyah, il répond à cet argument en disant qu'il existe deux directions ou deux notions. Il y a des notions qui sont relatives, des notions absolues. Donc il y a une notion de haut et de bas qui est relative, mais il y a une notion absolue de haut et de bas, de la même manière qu'il y a deux directions. Il y a des directions qui sont relatives et il y a des directions qui sont une direction qui est absolue. Voilà, c'est d'ailleurs tout l'amalgame qui est créé par les partisans du Kelem, par les scolastiques ou par les tenants de la théologie spéculative pour discréditer les noms et attributs divins, notamment que Dieu est établi sur son trône, parce qu'ils font l'amalgame entre ce qui relève de la direction ou de la notion de haut et de bas relative et une notion de haut et de bas dans l'absolu. Et si on résout cet amalgame, ou si en tout cas on résout cette énigme, cet amalgame se dissipe par lui-même. Et pour ce qui est de la Terre aplanie, donc déjà, outre le fait que c'est
une vision relative, donc c'est une platitude relative par rapport à l'œil humain et donc du référentiel humain. Il s'agit ici d'aplanir comme en étend un tapis, c'est-à-dire qu'on étend la terre, on l'aplanit comme en étant un tapis pour permettre à l'homme d'y vaquer et d'y vivre et pour que le terrain ne soit pas un terrain accidenté, un terrain en dents de scie ou autre. C'est-à-dire qu'il est aplani dans le sens où il est nivelé, mis à niveau, de manière à ce que les gens puissent y vivre. Et d'ailleurs, malheureusement, ce sens aplani a induit en erreur beaucoup de gens des deux côtés. C'est-à-dire les Noachalites ont été induits en erreur par ce terme en pensant que la terre était plate. Et comme elle a induit en erreur les détracteurs de l'islam en pensant que la terre était plate. Alors qu'ici, Dieu met en avant qu'il a octroyé un bienfait immense à l'homme en leur permettant de vivre sur terre sans embûches, étant donné qu'il leur a aplani leur horizon de façon à ce qu'ils puissent y vivre, vaquer, se déplacer et voyager. Donc, c'est dans ce sens-là. Ensuite, Basile il a émis une hypothèse intéressante. Donc c'est quand on dit aplani, est-ce que ça peut éventuellement dire plani comme on aplanit une crêpe? Je lui dis que non, donc je ramène les arguments énoncés précédemment. Mais aussi on peut ajouter un nouvel argument, c'est que les textes sont formels sur le fait que la terre a des entrailles, donc il y a une profondeur, et qu'en cela, ce n'est pas aplani dans le sens d'aplanir une crêpe. Voilà.